Cependant, la visite et la sortie furtive de M. Debay me causaient de l'embarras. Je rappelais aussi les petites acquisitions de Manon qui me semblaient surpasser nos richesses présentes. Cela paraissait sentir les libéralités d'un nouvel amant. Et cette confiance qu'elle m'avait marquée pour des ressources qui m'étaient inconnues. J'avais peine à donner à tant d'énigmes un sens aussi favorable que mon cœur le souhaitait. D'un autre côté, je ne l'avais presque pas perdu de vue depuis que nous étions à Paris. Occupation, promenade, divertissement, nous avions toujours été l'un à côté de l'autre. Mon Dieu, un instant de séparation nous aurait trop affligés. Il fallait nous dire sans cesse que nous nous aimions. Nous serions morts d'inquiétude sans cela. Je ne pouvais donc m'imaginer presque un seul moment où Manon puisse être occupée d'un autre que moi. À la fin, je crus avoir trouvé le dénouement de ce mystère. Monsieur Debay, dis-je en moi-même, est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations. Les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent. Elle en a peut-être déjà reçu de lui. Il est venu aujourd'hui lui en apporter encore. Elle s'est fait sans doute un jeu de me le cacher, pour me surprendre agréablement. Peut-être m'en aurait-elle parlé si j'étais rentrée à l'ordinaire, au lieu de venir ici m'affliger. Elle ne me le cachera pas, du moins, lorsque je lui en parlerai moi-même. Je me remplis si fortement de cette opinion qu'elle eut la force de diminuer beaucoup ma tristesse. Je retournai sur le champ au logis. J'embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire. Elle me reçut fort bien. J'étais tentée d'abord de lui découvrir mes conjectures, que je regardais plus que jamais comme certaines. Je me retins, dans l'espérance qu'il lui arriverait peut-être de me prévenir en m'apprenant tout ce qui s'était passé. On nous servit à souper. Je me mis à table d'un air fort gai, mais à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Cette pensée m'en inspira aussi. Je remarquai que ses regards s'attachaient sur moi d'une autre façon qu'ils n'avaient accoutumé. Je ne pouvais démêler si c'était de l'amour ou de la compassion, quoiqu'il me parût que c'était un sentiment doux et languissant. Je la regardais avec la même attention, et peut-être n'avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards. Nous ne pensions ni à parler ni à manger. Enfin, je vis tomber des larmes de ses beaux yeux. Perfide larmes. « Ah Dieu, m'écriai-je, vous pleurez, ma chère Manon. Vous êtes affligée jusqu'à pleurer, et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines. » Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levai en tremblant. Je la conjurai, avec tous les empressements de l'amour, de me découvrir le sujet de ses pleurs. J'en versai moi-même en essuyant les siens. J'étais plus mort que vif. Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte. Dans le temps que j'étais ainsi tout occupée d'elle, j'entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l'escalier. On frappa doucement à la porte. Manon me donna un baiser, et s'échappant de mes bras, elle entra rapidement dans le cabinet, qu'elle ferma aussitôt sur elle. Je me figurais qu'étant un peu en désordre, elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé. J'allais leur ouvrir moi-même. À peine avais-je ouvert, que je me vis saisir par 3 hommes, que je reconnus pour les laquais de mon père. Ils ne me firent point de violence, mais 2 d'entre eux m'ayant pris par le bras, le 3e visita mes poches, dont il tira un petit couteau, qui était le seul fer que j'eusse sur moi. Ils me demandèrent pardon de la nécessité où ils étaient de me manquer de respect. Ils me dirent naturellement qu'ils agissaient par l'ordre de mon père, et que mon frère aîné m'attendait en bas, dans un carrosse. J'étais si troublée que je me laissai conduire sans résister et sans répondre. Mon frère était effectivement à m'attendre. On me mit dans le carrosse auprès de lui, et le cocher qui avait ses ordres nous conduisit à grand train jusqu'à Saint-Denis. Mon frère m'embrassa tendrement, mais il ne me parla point, de sorte que j'eus tout le loisir dont j'avais besoin pour rêver à mon infortune. J'y trouvai d'abord tant d'obscurité que je ne voyais pas de jour à la moindre conjecture. J'étais trahie, cruellement. Mais par qui? Thiberge fut le premier qui me vint à l'esprit. « Traître, disais-je, c'est fait de ta vie si mes soupçons se trouvent justes. » Cependant, je fis réflexion qu'il ignorait le lieu de ma demeure et qu'on ne pouvait par conséquent l'avoir appris de lui. Accuser Manon? C'est de quoi mon cœur n'osait se rendre coupable.
Cette tristesse extraordinaire dont je l'avais vue comme accablée, ces larmes, le tendre baiser qu'elle m'avait donné en se retirant, me paraissaient bien une énigme. Mais je me sentais portée à l'expliquer comme un pressentiment de notre malheur commun, et dans le temps que je me désespérais de l'accident qui m'arrachait à elle, j'avais la crédulité de m'imaginer qu'elle était encore plus à plaindre que moi. Le résultat de ma méditation fut de me persuader que j'avais été aperçue dans les rues de Paris par quelques personnes de connaissance qui en avaient donné avis à mon père. Cette pensée me consola. Je comptais d'en être quitte pour des reproches ou pour quelques mauvais traitements qu'il me faudrait essuyer de l'autorité paternelle. Je résolus de les souffrir avec patience et de promettre tout ce qu'on exigerait de moi pour me faciliter l'occasion de retourner plus promptement à Paris et d'aller rendre la vie et la joie à ma chère Manon. Nous arrivâmes, en peu de temps, à Saint-Denis. Mon frère, surpris de mon silence, s'imagina que c'était un effet de ma crainte. Il entreprit de me consoler en m'assurant que je n'avais rien à redouter de la sévérité de mon père, pourvu que je fusse disposée à rentrer doucement dans le devoir et à mériter l'affection qu'il avait pour moi. Il me fit passer la nuit à Saint-Denis, avec la précaution de faire coucher les 3 laquais dans ma chambre. Ce qui me causa une peine sensible fut de me voir dans la même hôtellerie où je m'étais arrêtée avec Manon en venant d'Amiens à Paris. L'hôte et les domestiques me reconnurent et devinèrent en même temps la vérité de mon histoire. J'entendis dire à l'hôte « Ah, c'est ce joli monsieur qui passait il y a 6 semaines avec une petite demoiselle qu'il aimait si fort. Qu'elle était charmante! Les pauvres enfants comme ils se caressaient! Pardi, c'est dommage qu'on les ait séparés. » Je feignais de ne rien entendre, et je me laissais voir le moins qu'il m'était possible. Mon frère avait, à Saint-Denis, une chaise à 2, dans laquelle nous partîmes de grand matin, et nous arrivâmes chez nous le lendemain au soir. Il vit mon père avant moi, pour le prévenir en ma faveur, en lui apprenant avec quelle douceur je m'étais laissé conduire, de sorte que j'en fus reçue moins durement que je ne m'y étais attendue. Il se contenta de me faire quelques reproches généraux sur la faute que j'avais commise en m'absentant sans sa permission. Pour ce qui regardait ma maîtresse, il me dit que j'avais bien mérité ce qui venait de m'arriver, en me livrant à une inconnue, qu'il avait eu meilleure opinion de ma prudence, mais qu'il espérait que cette petite aventure me rendrait plus sage. Je ne pris ce discours que dans le sens qui s'accordait avec mes idées. Je remerciai mon père de la bonté qu'il avait de me pardonner, et je lui promis de prendre une conduite plus soumise et plus réglée. Je triomphais au fond du cœur, car de la manière dont les choses s'arrangeaient, je ne doutais point que je n'eusse la liberté de me dérober de la maison, même avant la fin de la nuit. On se mit à table pour souper. On me railla sur ma conquête d'Amiens et sur ma fuite avec cette fidèle maîtresse. Je reçus les coups de bonne grâce. J'étais même charmée qu'il me fût permis de m'entretenir de ce qui m'occupait continuellement l'esprit. Mais quelques mots lâchés par mon père me firent prêter l'oreille avec la dernière attention. Il parla de perfidie et de service intéressé, rendu par monsieur B. Je demeurai interdit en lui entendant prononcer ce nom, et je le priai humblement de s'expliquer davantage. Il se tourna vers mon frère pour lui demander s'il ne m'avait pas raconté toute l'histoire. Mon frère lui répondit que je lui avais paru si tranquille sur la route qu'il n'avait pas cru que j'eusse besoin de ce remède pour me guérir de ma folie. Je remarquai que mon père balançait s'il achèverait de s'expliquer. Je l'en suppliai si instamment qu'il me satisfît, ou plutôt qu'il m'assassina cruellement par le plus terrible de tous les récits. Il me demanda d'abord si j'avais toujours eu la simplicité de croire que je fusse aimée de ma maîtresse. Je lui dis hardiment que j'en étais si sûre que rien ne pouvait m'en donner la moindre défiance. « s'écria-t-il en riant de toute sa force. « Cela est excellent. Tu es une jolie dupe, et j'aime à te voir dans ces sentiments-là. C'est grand dommage, mon pauvre chevalier, de te faire entrer dans l'ordre de Malte, puisque tu as tant de disposition à faire un mari patient et commode. » Il ajouta 1000 railleries de cette force sur ce qu'il appelait ma sottise et ma crédulité. Enfin, comme je demeurais dans le silence, il continua de me dire que, suivant le calcul qu'il pouvait faire du temps depuis mon départ d'Amiens, Manon m'avait aimé environ 12 jours, car, ajouta-t-il, je sais que tu partis d'Amiens le 28 de l'autre mois. Nous sommes au 29 du présent.
Il y en a 11 que M. B m'a écrit. Je suppose qu'il y en a fallu 8 pour lier une parfaite connaissance avec ta maîtresse. Ainsi, qui ôte 11 et 8 de 31 jours, qu'il y a depuis le 28 d'un mois jusqu'au 29 d'un autre, reste 12, un peu plus ou moins. Là-dessus, les éclats de rire recommencèrent. J'écoutais tout, avec un saisissement de cœur auquel j'appréhendais de ne pouvoir résister jusqu'à la fin de cette triste comédie. « Tu sauras donc, reprit mon père, puisque tu l'ignores, que M. B a gagné le cœur de ta princesse, car il se moque de moi, de prétendre me persuader que c'est par un zèle désintéressé pour mon service qu'il a voulu te l'enlever. C'est bien d'un homme tel que lui, de qui d'ailleurs je ne suis pas connue, qu'il faut attendre des sentiments si nobles. Il a su d'elle que tu es mon fils, et pour se délivrer de tes importunités, il m'a écrit le lieu de ta demeure et le désordre où tu vivais, en me faisant entendre qu'il fallait main forte pour s'assurer de toi. Il s'est offert de me faciliter les moyens de te saisir au collet. Et c'est par sa direction et celle de ta maîtresse même que ton frère a trouvé le moment de te prendre sans verre. Félicite-toi maintenant de la durée de ton triomphe. Tu sais vaincre assez rapidement, chevalier, mais tu ne sais pas conserver tes conquêtes. » Je n'eus pas la force de soutenir plus longtemps un discours dont chaque mot m'avait percé le cœur. Je me levai de table, et je n'avais pas fait 4 pas pour sortir de la table que je tombais sur le plancher, sans sentiment et sans connaissance. On me les rappela par de prompts secours. J'ouvris les yeux pour verser un torrent de pleurs et la bouche pour proférer les plaintes les plus tristes et les plus touchantes. Mon père, qui m'a toujours aimé tendrement, s'employa avec toute son affection pour me consoler. Je l'écoutais mais sans l'entendre. Je me jetai à ses genoux, je le conjurais en joignant les mains de me laisser retourner à Paris pour aller poignarder B. « Non, disais-je, il n'a pas gagné le cœur de Manon, il lui a fait violence, il l'a séduite par un charme ou par un poison, il l'a peut-être forcée brutalement, Manon même, ne le sais-je pas bien? Il l'aura menacée, le poignard à la main, pour la contraindre de m'abandonner. Que n'aura-t-il pas fait pour me ravir une aussi charmante maîtresse? Oh Dieu, Dieu! Serait-il possible que Manon m'eût trahi et qu'elle eût cessé de m'aimer? » Comme je parlais toujours de retourner promptement à Paris et que je me levais même à tout moment pour cela, mon père vit bien que, dans le transport où j'étais, rien ne serait capable de m'arrêter. Il me conduisit dans une chambre haute, où il laissa 2 domestiques avec moi pour me garder à vue. Je ne me possédais point. J'aurais donné 1000 vies pour être seulement un quart d'heure à Paris. Je compris que, m'étant déclaré si ouvertement, on ne me permettrait pas aisément de sortir de ma chambre. Je mesurais des yeux la hauteur des fenêtres, ne voyant nulle possibilité de m'échapper par cette voie. Je m'adressai doucement à mes 2 domestiques. Je m'engageais, par 1000 serments, à faire un jour leur fortune, s'ils voulaient consentir à mon évasion. Je les pressais, je les caressais, je les menaçais, mais cette tentative fut encore inutile. Je perdis alors toute espérance. Je résolus de mourir, et je me jetai sur un lit avec le dessein de ne le quitter qu'avec la vie. Je passai la nuit et le jour suivant dans cette situation. Je refusai la nourriture qu'on m'apporta le lendemain. Mon père vint me voir l'après-midi. Il eut la bonté de flatter mes peines par les plus douces consolations. Il m'ordonna si absolument de manger quelque chose que je le fis par respect pour ses ordres. Quelques jours se passèrent, pendant lesquels je ne pris rien qu'en sa présence et pour lui obéir. Il continuait toujours de m'apporter les raisons qui pouvaient me ramener au bon sens et m'inspirer du mépris pour l'infidèle Manon. Il est certain que je ne l'estimais plus. Comment aurais-je estimé la plus volage et la plus perfide de toutes les créatures? Mais son image, c'est très charmant, que je portais au fond du cœur, il subsistait toujours. Je le sentais bien. Je puis mourir, disais-je. Je le devrais même, après tant de honte et de douleur, mais je souffrirais 1000 morts sans pouvoir oublier l'ingrate Manon. Mon père était surpris de me voir toujours si fortement touchée. Il me connaissait des principes d'honneur, et ne pouvant douter que sa trahison ne me la fît mépriser, il s'imagina que ma constance venait moins de cette passion en particulier que d'un penchant général pour les femmes. Il s'attacha tellement à cette pensée que, ne consultant que sa tendre affection, il vint un jour m'en faire l'ouverture. « Chevalier, me dit-il, j'ai eu dessein jusqu'à présent de te faire porter la croix de Malte,
mais je vois que tes inclinations ne sont point tournées de ce côté-là. Tu aimes les jolies femmes. Je suis d'avis de t'en chercher une qui te plaise. Explique-moi naturellement ce que tu penses là-dessus. » Je lui répondis que je ne mettais plus de distinction entre les femmes, et qu'après le malheur qui venait de m'arriver, je les détestais toutes également. « Je t'en chercherai une, » reprit mon père en souriant, « qui ressemblera à Manon, et qui sera plus fidèle. »« Ah, si vous aviez quelque bonté pour moi, lui dis-je, c'est elle qu'il faut me rendre. Soyez sûr, mon cher père, qu'elle ne m'a point trahi. Elle n'est pas capable d'une si noire et si cruelle lâcheté. C'est le perfide B qui nous trompe, vous, elle et moi. Si vous saviez comment, si vous saviez combien elle est tendre et sincère, si vous la connaissiez, vous l'aimeriez vous-même. »« Vous êtes un enfant, » repartit mon père. « Comment pouvez-vous vous aveugler jusqu'à ce point, après ce que je vous ai raconté d'elle? C'est elle-même qui vous a livré à votre frère. Vous devriez oublier jusqu'à son nom et profiter, si vous êtes sage, de l'indulgence que j'ai pour vous. » Je reconnaissais trop qu'il avait raison. C'était un mouvement involontaire qui me faisait prendre ainsi le parti de mon infidèle. « Hélas, repris-je, après un moment de silence, il n'est que trop vrai que je suis le malheureux objet de la plus lâche de toutes les perfidies. Oui, continuai-je, en versant des larmes de dépit, je vois bien que je ne suis qu'un enfant. Ma crédulité ne leur coûtait guère à tromper, mais je sais bien ce que j'ai à faire pour me venger. Mon père voulut savoir quel était mon dessein. « J'irai à Paris, lui dis-je. Je mettrai le feu à la maison de B, et je le brûlerai tout vif avec la perfide Manon. » Cet emportement fit rire mon père, et ne servit qu'à me faire garder plus étroitement dans ma prison. J'y passai 6 mois entiers, pendant le premier desquels il y eut peu de changements dans mes dispositions. Tous mes sentiments n'étaient qu'une alternative perpétuelle de haine et d'amour, d'espérance ou de désespoir, selon l'idée sous laquelle Manon s'offrait à mon esprit. Tantôt, je ne considérais en elle que la plus aimable de toutes les filles, et je languissais du désir de la revoir. Tantôt, je n'y apercevais qu'une lâche et perfide maîtresse, et je faisais 1000 serments de ne la chercher que pour la punir. On me donna des livres, qui servirent à rendre un peu de tranquillité à mon âme. Je relus tous mes auteurs, j'acquis de nouvelles connaissances, je repris un goût infini pour l'étude. Vous verrez de quelle utilité il me fut par la suite. Les lumières que je devais à l'amour me firent trouver de la clarté dans quantité d'endroits d'Horace et de Virgile, qui m'avaient paru obscurs auparavant. Je fis un commentaire amoureux sur le 4e livre de l'Énéide. Je le destine à voir le jour, et je me flatte que le public en sera satisfait. Hélas, disais-je en le faisant, c'était un cœur tel que le mien qu'il fallait à la fidèle Didon. Thiberge vint me voir un jour dans ma prison. Je fus surpris du transport avec lequel il m'embrassa. Je n'avais point encore eu de preuve de son affection qui puisse me le faire regarder autrement que comme une simple amitié de collège, telle qu'elle se forme entre 2 jeunes gens qui sont à peu près du même âge. Je le trouvais si changé et si formé depuis 5 ou 6 mois que j'avais passé sans le voir, que sa figure et le ton de son discours m'inspirèrent du respect. Il me parla en conseiller sage plutôt qu'en ami d'école. Il plaignit l'égarement où j'étais tombée. Il me félicita de ma guérison, qu'il croyait avancée. Enfin, il m'exhorta à profiter de cette erreur de jeunesse pour ouvrir les yeux sur la vanité des plaisirs. Je le regardai avec étonnement. Il s'en aperçut. « Mon cher chevalier, me dit-il, je ne vous dis rien qui ne soit solidement vrai et dont je ne me sois convaincu par un sérieux examen. J'avais autant de penchant que vous vers la volupté, mais le ciel m'avait donné en même temps du goût pour la vertu. Je me suis servi de ma raison pour comparer les fruits de l'une et de l'autre, et je n'ai pas tardé longtemps à découvrir leurs différences. Le secours du ciel s'est joint à mes réflexions. J'ai conçu pour le monde un mépris auquel il n'y a rien d'égal. Devineriez-vous ce qui m'y retient, ajouta-t-il, et ce qui m'empêche de courir à la solitude? C'est uniquement la tendre amitié que j'ai pour vous. Je connais l'excellence de votre cœur et de votre esprit. Il n'y a rien de bon dont vous ne puissiez vous rendre capable. Le poison du plaisir vous a fait écarter du chemin. Quelle perte pour la vertu! Votre fuite d'Amiens m'a causé tant de douleur que je n'ai pas goûté depuis un seul moment de satisfaction. Jugez-en par les démarches qu'elle m'a fait faire.
Il me raconta qu'après s'être aperçu que je l'avais trompé et que j'étais partie avec ma maîtresse, il était monté à cheval pour me suivre, mais qu'ayant sur lui 4 ou 5 heures d'avance, il lui avait été impossible de me rejoindre. Qu'il était arrivé néanmoins à Saint-Denis une demi-heure après mon départ. Qu'étant bien certain que je me serais arrêtée à Paris, il y avait passé 6 semaines à me chercher inutilement. Qu'il allait dans tous les lieux où il se flattait de pouvoir me trouver, et qu'un jour enfin, il avait reconnu ma maîtresse à la Comédie. Qu'elle y était, dans une parure si éclatante qu'il s'était imaginé qu'elle devait cette fortune à un nouvel amant, qu'il avait suivi son carrosse jusqu'à sa maison, et qu'il avait appris d'un domestique qu'elle était entretenue par les libéralités de M. B. Je ne m'arrêtais point là, continua-t-il. J'y retournai le lendemain, pour apprendre d'elle-même ce que vous étiez devenu. Elle me quitta brusquement, lorsqu'elle m'entendit parler de vous, et je fus obligée de revenir en province sans aucun autre éclaircissement. J'y appris votre aventure et la consternation extrême qu'elle vous a causée. Mais je n'ai pas voulu vous voir, sans être assurée de vous trouver plus tranquille. « Vous avez donc vu Manon ?» lui répondis-je en soupirant. « Hélas, vous êtes plus heureux que moi, qui suis condamnée à ne la revoir jamais. » Il me fit des reproches de ce soupir qui marquait encore de la faiblesse pour elle. Il me flatta si adroitement sur la bonté de mon caractère et sur mes inclinations qu'il me fit naître dès cette première visite une forte envie de renoncer comme lui à tous les plaisirs du siècle pour entrer dans l'état ecclésiastique. Je goûtais tellement cette idée que lorsque je me retrouvais seule, je ne m'occupais plus d'autre chose. Je me rappelais les discours de M. l'évêque d'Amiens, qui m'avait donné le même conseil, et les présages heureux qu'il avait formés en ma faveur, s'il m'arrivait d'embrasser ce parti. La piété se mêla aussi dans mes considérations. Je mènerais une vie sage et chrétienne, disais-je. Je m'occuperai de l'étude et de la religion, qui ne me permettront point de penser aux dangereux plaisirs de l'amour. Je mépriserai ce que le commun des hommes admire. Et comme je sens assez que mon cœur ne désirera que ce qu'il estime, j'aurai aussi peu d'inquiétude que de désir. Je formais là-dessus, d'avance, un système de vie paisible et solitaire. J'y faisais entrer une maison écartée, avec un petit bois et un ruisseau d'eau douce au bout du jardin, une bibliothèque composée de livres choisis, un petit nombre d'amis vertueux et de bon sens, une table propre mais frugale et modérée. J'y joignis un commerce de lettres avec un ami qui ferait son séjour à Paris et qui m'informerait des nouvelles publiques, moins pour satisfaire ma curiosité que pour me faire un divertissement des folles agitations des hommes. Ne serais-je pas heureux ? Ajoutai-je. Toutes mes prétentions ne seront-elles point remplies ? Il est certain que ce projet flattait extrêmement mes inclinations. Mais à la fin d'un si sage arrangement, je sentais que mon cœur attendit encore quelque chose, et que pour n'avoir rien à désirer dans la plus charmante solitude, il y fallait être avec Manon. Cependant, Tiberge, continuant de me rendre de fréquentes visites dans le dessein qu'il m'avait inspiré, je pris l'occasion d'en faire l'ouverture à mon père. Il me déclara que son intention était de laisser ses enfants libres dans le choix de leurs conditions, et que, de quelque manière que je voulusse disposer de moi, il ne se réserverait que le droit de m'aider de ses conseils. Il m'en donna de fort sages, qui tendaient moins à me dégoûter de mon projet qu'à me le faire embrasser, avec connaissance. Le renouvellement de l'année scolastique approchait. Je convins avec Tiberge de nous mettre ensemble au séminaire de Saint-Sulpice, lui pour achever ses études de théologie et moi pour commencer les miennes. Son mérite, qui était connu de l'évêque du diocèse, lui fit obtenir de ce prélat un bénéfice considérable avant notre départ. Mon père, me croyant tout à fait revenu de ma passion, ne fit aucune difficulté de me laisser partir. Nous arrivâmes à Paris. L'habit ecclésiastique prit la place de la croix de Malte, et le nom d'abbé des Grieux, celui de chevalier. Je m'attachai à l'étude avec tant d'application que je fis des progrès extraordinaires en peu de mois. J'y employai une partie de la nuit, et je ne perdais pas un moment du jour. Ma réputation eut tant d'éclat qu'on me félicitait déjà sur les dignités que je ne pouvais manquer d'obtenir, et sans l'avoir sollicité, mon nom fut couché sur la feuille des bénéfices. La piété n'était pas plus négligée. J'avais de la ferveur pour tous les exercices. Tiberge était charmé de ce qu'il regardait comme son ouvrage, et je l'ai vu plusieurs fois répandre des larmes en s'applaudissant de ce qu'il nommait ma conversion.
Que les résolutions humaines soient sujettes à changer, c'est ce qui ne m'a jamais causé d'étonnement. Une passion les fait naître, une autre passion peut les détruire. Mais quand je pense à la sainteté de celle qui m'avait conduit à Saint-Sulpice et à la joie intérieure que le ciel m'y faisait goûter en les exécutant, je suis effrayée de la facilité avec laquelle j'ai pu les rompre. S'il est vrai que les secours célestes sont à tout moment d'une force égale à celle des passions. Qu'on m'explique donc par quel funeste ascendant on se trouve emporté tout d'un coup, loin de son devoir, sans se trouver capable de la moindre résistance et sans ressentir le moindre remords. Je me croyais absolument délivrée des faiblesses de l'amour. Il me semblait que j'aurais préféré la lecture d'une page de saint Augustin ou un quart d'heure de méditation chrétienne à tous les plaisirs des sens, sans excepter ceux qui m'auraient été offerts par Manon. Cependant, un instant malheureux me fit retomber dans le précipice, et ma chute fut d'autant plus irréparable que, me trouvant tout d'un coup au même degré de profondeur d'où j'étais sortie, les nouveaux désordres où je tombais me portèrent bien plus loin vers le fond de l'abîme. J'avais passé près d'1 an à Paris, sans m'informer des affaires de Manon. Il m'en avait d'abord coûté beaucoup pour me faire cette violence, mais les conseils toujours présents de Thiberge et mes propres réflexions m'avaient fait obtenir la victoire. Les derniers mois s'étaient écoulés si tranquillement que je me croyais sur le point d'oublier éternellement cette charmante et perfide créature. Le temps arriva auquel je devais soutenir un exercice public dans l'école de théologie. Je fis prier plusieurs personnes de considération de m'honorer de leur présence. Mon nom fut ainsi répandu dans tous les quartiers de Paris. Il alla jusqu'aux oreilles de mon infidèle. Elle ne le reconnut pas avec certitude sous le titre d'abbé, mais un reste de curiosité, ou peut-être quelque repentir de m'avoir trahi. Je n'ai jamais pu démêler lequel des deux sentiments lui fit prendre intérêt à un nom si semblable au mien. Elle vint en Sorbonne avec quelques autres dames. Elle fut présente à mon exercice et sans doute qu'elle eut peu de peine à me remettre. Je n'eus pas la moindre connaissance de cette visite. On sait qu'il y a dans ces lieux des cabinets particuliers pour les dames, où elles sont cachées derrière une jalousie. Je retournai à Saint-Sulpice, couvert de gloire et chargé de compliments. Il était 6 heures du soir. On vint m'avertir, un moment après mon retour, qu'une dame demandait à me voir. J'allai au parloir sur-le-champ. Dieu! Quelle apparition surprenante! J'y trouvai Manon. C'était elle, mais plus aimable et plus brillante que je ne l'avais jamais vue. Elle était dans sa 18e année. Ses charmes surpassaient tout ce qu'on peut décrire. C'était un air si fin, si doux, si engageant, l'air de l'amour même. Toute sa figure me parut un enchantement. Je demeurai interdit à sa vue, et ne pouvant conjecturer quel était le dessein de cette visite, j'attendais, les yeux baissés et avec tremblement, qu'elle s'expliquât. Son embarras fut pendant quelque temps égal au mien, mais voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes. Elle me dit, d'un ton timide, qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine, mais que, s'il était vrai que j'eusse jamais eu quelque tendresse pour elle, il y avait eu aussi bien de la dureté à laisser passer 2 ans sans prendre soin de m'informer de son sort, et qu'il y en avait encore beaucoup à la voir dans l'état où elle était en ma présence, sans lui dire une parole. Le désordre de mon âme en l'écoutant ne saurait être exprimé. Elle s'assit, je demeurai debout, le corps à demi tourné, n'osant l'envisager directement. Je commençai plusieurs fois une réponse que je n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement. « Perfide Manon! Ah, perfide, perfide !» Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc ?» m'écriai-je encore. « Je prétends mourir, » répondit-elle, « si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. »« Demande donc ma vie, infidèle !» repris-je en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. « Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » À peine eus-je achevé ces derniers mots qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de 1000 caresses passionnées.
Elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage en effet de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentais renaître. J'en étais épouvantée. Je frémissais, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses. On y est saisi d'une horreur secrète, dont on ne se remet qu'après avoir considéré longtemps tous les environs. Nous nous assîmes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. « Ah, Manon, lui dis-je, en la regardant d'un œil triste, je ne m'étais pas attendue à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la souveraine absolue, et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendre et d'aussi soumis. » Non, non, la nature n'en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi du moins si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais, mais au nom de toutes les peines que j'ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir, et elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. « Chère Manon, lui dis-je, avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature. Je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien. Je lis ma destinée dans tes beaux yeux. Mais de quelle perte ne serais-je pas consolée par ton amour? Les faveurs de la fortune ne me touchent point. La gloire me paraît une fumée. Tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. » En lui promettant néanmoins un oubli général de ses fautes, je voulus être informée de quelle manière elle s'était laissée séduire par B. Elle m'apprit que, l'ayant vue à sa fenêtre, il était devenu passionné pour elle, qu'il avait fait sa déclaration en fermier général, c'est-à-dire en lui marquant dans une lettre que le paiement serait proportionné aux faveurs, qu'elle avait capitulé d'abord, mais sans autre dessein que de tirer de lui quelque somme considérable qui peut servir à nous faire vivre commodément, qu'il l'avait éblouie par de si magnifiques promesses qu'elle s'était laissée ébranler par degrés, que je devais juger pourtant de ses remords par la douleur dont elle m'avait laissé voir des témoignages la veille de notre séparation, que malgré l'opulence dans laquelle il l'avait entretenue, elle n'avait jamais goûté de bonheur avec lui. Non seulement parce qu'elle n'y trouvait point, me dit-elle, la délicatesse de mes sentiments et l'agrément de mes manières, mais parce qu'au milieu même des plaisirs qu'il lui procurait sans cesse, elle portait, au fond du cœur, le souvenir de mon amour et le remords de son infidélité. Elle me parla de Thiberge et de la confusion extrême que sa visite lui avait causée. Un coup d'épée dans le cœur, ajouta-t-elle, m'aurait moins ému le sang. Je lui tournai le dos, sans pouvoir soutenir un moment sa présence. Elle continua de me raconter par quels moyens elle avait été instruite de mon séjour à Paris, du changement de ma condition et de mes exercices de Sorbonne. Elle m'assura qu'elle avait été si agitée pendant la dispute qu'elle avait eu beaucoup de peine, non seulement à retenir ses larmes, mais ses gémissements même et ses cris, qui avaient été plus d'une fois sur le point d'éclater. Enfin, elle me dit qu'elle était sortie de ce lieu la dernière, pour cacher son désordre, et que, ne suivant que le mouvement de son cœur et l'impétuosité de ses désirs, elle était venue droit au séminaire, avec la résolution d'y mourir, si elle ne me trouvait pas disposée à lui pardonner. Où trouver un barbare qu'un repentir si vif et si tendre n'eût pas touché? Pour moi, je sentis dans ce moment que j'aurais sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde chrétien. Je lui demandai quel nouvel ordre elle jugeait à propos de mettre dans nos affaires. Elle me dit qu'il fallait sur-le-champ sortir du séminaire et remettre à nous arranger dans un lieu plus sûr. Je consentis à toutes ses volontés sans réplique. Elle entra dans son carrosse pour aller m'attendre au coin de la rue. Je m'échappai un moment après, sans être aperçue du portier. Je montai avec elle, nous passâmes à la friperie. Je repris les galons et l'épée. Manon fournit aux frais, car j'étais sans un sou.
Et dans la crainte que je ne trouvasse de l'obstacle à ma sortie de Saint-Sulpice, elle n'avait pas voulu que je retournasse un moment à ma chambre pour y prendre mon argent. Mon trésor, d'ailleurs, était médiocre, et elle, assez riche des libéralités de B, pour mépriser ce qu'elle me faisait abandonner. Nous conférâmes, chez le fripier même, sur le parti que nous allions prendre. Pour me faire valoir davantage le sacrifice qu'elle me faisait de B, elle résolut de ne pas garder avec lui le moindre ménagement. « Je veux lui laisser ses meubles, me dit-elle. Ils sont à lui. Mais j'emporterai, comme de justice, les bijoux et près de 60 000 francs que j'ai tirés de lui depuis 2 ans. Je ne lui ai donné nul pouvoir sur moi, ajouta-t-elle. Ainsi, nous pouvons demeurer sans crainte à Paris, en prenant une maison commode où nous vivrons heureusement. Je lui représentais que, s'il n'y avait point de péril pour elle, il y en avait beaucoup pour moi, qui ne manquerait point tôt ou tard d'être reconnu, et qui serait continuellement exposé aux malheurs que j'avais déjà essuyés. Elle me fit entendre qu'elle aurait du regret à quitter Paris. Je craignais tant de la chagriner qu'il n'y avait point de hasard, que je ne méprisasse pour lui plaire. Cependant, nous trouvâmes un tempérament raisonnable qui fut de louer une maison dans quelques villages voisins de Paris, d'où il nous serait aisé d'aller à la ville lorsque le plaisir ou le besoin nous y appellerait. Nous choisîmes Chaillot, qui n'en est pas éloigné. Manon retourna sur-le-champ chez elle, j'allai l'attendre à la petite porte du jardin des Tuileries. Elle revint 1 heure après, dans un carrosse de louage, avec une fille qui la servait, et quelques malles où ses habits et tout ce qu'elle avait de précieux étaient renfermés. Nous ne tardâmes point à gagner Chaillot. Nous logeâmes la première nuit à l'auberge pour nous donner le temps de chercher une maison ou du moins un appartement commode. Nous en trouvâmes dès le lendemain, un de notre goût. Mon bonheur me parut d'abord établi d'une manière inébranlable. Manon était la douceur et la complaisance même. Elle avait pour moi des attentions si délicates que je me crus trop parfaitement dédommagé de toutes mes peines. Comme nous avions acquis tous deux un peu d'expérience, nous raisonnâmes sur la solidité de notre fortune. 60 000 francs, qui faisaient le fond de nos richesses, n'était pas une somme qui pût s'étendre autant que le cours d'une longue vie. Nous n'étions pas disposés d'ailleurs à resserrer trop notre dépense. La première vertu de Manon, non plus que la mienne, n'était pas l'économie. Voici le plan que je me proposais. 60 000 francs, lui dis-je, peuvent nous soutenir pendant 10 ans. 2 000 écus nous suffiront chaque année, si nous continuons de vivre à Chaillot. Nous y mènerons une vie honnête mais simple. Notre unique dépense sera pour l'entretien d'un carrosse et pour les spectacles. Nous nous réglerons. Vous aimez l'opéra ? Nous irons 2 fois la semaine. Pour le jeu, nous nous bornerons tellement que nos pères ne passeront jamais 2 pistoles. Il est impossible que, dans l'espace de 10 ans, il n'arrive point de changement dans ma famille. Mon père est âgé, il peut mourir. Je me trouverai du bien, et nous serons alors au-dessus de toutes nos craintes. Cet arrangement n'eût pas été la plus folle action de ma vie si nous eussions été assez sages pour nous y assujettir constamment. Mais nos résolutions ne durèrent guère plus d'1 mois. Manon était passionnée pour le plaisir, je l'étais pour elle. Il nous naissait à tout moment de nouvelles occasions de dépenses, et loin de regretter les sommes qu'elle employait quelquefois avec profusion, je fus le premier à lui procurer tout ce que je croyais propre à lui plaire. Notre demeure de Chaillot commença même à lui devenir à charge. L'hiver approchait, tout le monde retournait à la ville et la campagne devenait déserte. Elle me proposa de reprendre une maison à Paris. Je n'y consentis point, mais pour la satisfaire en quelque chose, je lui dis que nous pouvions y louer un appartement meublé et que nous y passerions la nuit lorsqu'il nous arriverait de quitter trop tard l'assemblée où nous allions plusieurs fois la semaine. Car l'incommodité de revenir si tard à Chaillot était le prétexte qu'elle apportait pour le vouloir quitter. Nous nous donnâmes ainsi 2 logements, l'un à la ville et l'autre à la campagne. Ce changement mit bientôt le dernier désordre dans nos affaires en faisant naître 2 aventures qui causèrent notre ruine. Manon avait un frère qui était garde du corps. Il se trouva malheureusement logé à Paris dans la même rue que nous. Il reconnut sa sœur en la voyant le matin à sa fenêtre. Il accourut aussitôt chez nous. C'était un homme brutal et sans principe d'honneur. Il entra dans notre chambre en jurant horriblement, et comme il savait une partie des aventures de sa sœur, il l'accabla d'injures et de reproches. J'étais sortie un moment auparavant.
ce qui fut sans doute un bonheur pour lui ou pour moi, qui n'était rien moins que disposé à souffrir une insulte. Je ne retournai au logis qu'après son départ. La tristesse de Manon me fit juger qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Elle me raconta la scène fâcheuse qu'elle venait d'essuyer et les menaces brutales de son frère. J'en eus tant de ressentiment que j'eusse couru sur-le-champ à la vengeance si elle ne m'eût arrêtée par ses larmes. Pendant que je m'entretenais avec elle de cette aventure, le garde du corps rentra dans la chambre où nous étions, sans s'être fait annoncer. Je ne l'aurais pas reçu aussi civilement que je fis si je l'eusse connu. Mais nous ayant salué d'un air riant, il eut le temps de dire à Manon qu'il venait lui faire des excuses de son comportement, qu'il l'avait cru dans le désordre, et que cette opinion avait allumé sa colère, mais que, s'étant informé qui j'étais, d'un de nos domestiques, il avait appris de moi des choses si avantageuses qu'elles lui faisaient désirer de bien vivre avec nous. Quoique cette information, qui lui venait d'un de mes laquais, eût quelque chose de bizarre et de choquant, je reçus son compliment avec honnêteté. Je crus faire plaisir à Manon. Elle paraissait charmée de le voir porté à se réconcilier. Nous le retînmes à dîner. Il se rendit en peu de moments si familier que nous ayant entendu parler de notre retour à Chaillot, il voulut absolument nous tenir compagnie. Il fallut lui donner une place dans notre carrosse. Ce fut une prise de possession, car il s'accoutuma bientôt à nous voir avec tant de plaisir qu'il fit sa maison de la nôtre et qu'il se rendit le maître, en quelque sorte, de tout ce qui nous appartenait. Il m'appelait son frère, et sous prétexte de la liberté fraternelle, il se mit sur le pied d'amener tous ses amis dans notre maison de Chaillot et de les y traiter à nos dépens. Il se fit habiller magnifiquement, à nos frais. Il nous engagea même à payer toutes ses dettes. Je fermai les yeux sur cette tyrannie, pour ne pas déplaire à Manon, jusqu'à feindre de ne pas m'apercevoir qu'il tirait d'elle, de temps en temps, des sommes considérables. Il est vrai qu'étant grand joueur, il avait la fidélité de lui en remettre une partie lorsque la fortune le favorisait. Mais la nôtre était trop médiocre pour fournir longtemps à des dépenses si peu modérées. J'étais sur le point de m'expliquer fortement avec lui pour nous délivrer de ses importunités, lorsqu'un funeste accident m'épargna cette peine en nous en causant une autre qui nous abîma sans ressource.